on va recevoir Philippe Herlin. Alors Philippe, il te suffit pour cela, je vais t'envoyer la parole, mais tu peux aussi la demander. Et comme ça, on va pouvoir commencer. Je rappelle évidemment à tous celles et ceux qui nous ont rejoints dans le space, n'oubliez pas de reposter le lien du space. Si vous nous écoutez en podcast, n'oubliez pas de vous abonner, de liker et de mettre un commentaire également. Pour couper, oui. Bon. Bonjour Philippe. Oui, bonjour. Comment vas-tu? C'est bon, très bien, très bien. Alors, merci pour l'invitation. Alors, merci d'avoir accepté. D'ailleurs, je vais donner les coulisses de cette invitation et te remercier pour l'avoir accepté si rapidement. En fait, j'ai écouté une interview que tu as donnée récemment sur la chaîne YouTube de TV Liberté. Moi, je te connaissais sur tes prises de position en tant qu'économiste, sur les politiques monétaires, aussi sur la politique, etc. Et puis, et j'ai vu dans ta présentation, donc sur TV Liberté, le journaliste dit que tu t'intéresses beaucoup aux crypto-monnaies, à Bitcoin, et ça, je ne savais pas. Dès que j'ai entendu ça, je t'ai tout de suite envoyé un message sur Twitter, je me suis dit, il va jamais me répondre. Et tu as répondu tout de suite et tu as accepté cette invitation. Donc, je voulais d'abord commencer par te remercier pour cela et je suis très heureux de te recevoir ce matin dans l'émission. De rien et très heureux de participer. Alors, on va commencer. Bon, d'abord par te présenter rapidement. D'ailleurs, je vais te laisser faire. Est-ce que tu veux te présenter rapidement pour celles et ceux qui te connaîtraient pas encore? Oui, rapidement. Déjà pour dire que en fait, les crypto-monnaies, je m'intéresse depuis longtemps parce que j'ai découvert ça à peu près en 2010, 2011 quoi. Et j'ai commencé à peu près à comprendre comment ça fonctionnait en 2012, 2013, voilà. Et j'ai écrit donc mon dernier livre, c'est un livre qui est un guide pratique sur le Bitcoin, qui est Bitcoin comprendre et investir, aux éditions Erol, qui est sorti en septembre 2021. Et là, je suis en train d'écrire une deuxième édition qui sortira au mois de janvier. Et précédemment, j'en avais écrit un autre en 2018. Et puis, j'avais aussi publié un e-book en partenariat entre Erol et Atlantico en juin 2013. Mais bon, ça, je pense pas que c'était tout à fait top. Enfin, c'était plus un premier regard, une approximation, quoi. Voilà. Ouais, bon, c'est bien en même temps, c'est normal en 2013 de pas en savoir autant qu'en 2024, mais les écrits restent et c'est bien de savoir que tu t'intéresses à cet écosystème depuis un petit bout de temps. Alors, t'es économiste, t'es analyste financier, t'es auteur, on l'a dit évidemment, et t'es connu pour tes positions critiques sur le système bancaire, sur l'économie numérique. Et donc, on va commencer, si tu veux bien, par quelques questions justement sur toi, sur ton parcours, sur tes positions, et ensuite on abordera les sujets d'actualité chauds du moment. Je suis très impatient d'avoir justement ton analyse. Alors d'abord, tu as écrit beaucoup sur les défis que les nouveaux acteurs numériques posent aux banques traditionnelles. Pour toi, c'est quoi les plus grandes menaces que ces fintechs représentent pour les banques classiques? Enfin, moi, je vois pas ça comme une menace. Moi, la nouvelle finance, que ce soit la fintech en général ou que ce soit plus spécifiquement toute la crypto-monnaie, c'est plutôt une libération. C'est-à-dire que la menace, c'est le système bancaire traditionnel, qui lui est très centralisé, très opaque. Il a des frais de fonctionnement très très élevés. Il dépend d'une banque centrale qui est de plus en plus interventionniste, et ça pose vraiment un problème. C'est-à-dire que moi, je considère que le taux d'intérêt, il devrait pas être décidé par la banque centrale, il devrait être fixé par le marché, quoi. Voilà. Et donc, la planche à billets devrait être interdite, quoi. Bon, voilà. Donc, le problème, c'est qu'on a basculé dans de l'inflation, dans de la planche à billets, dans des déficits budgétaires qui ne cessent d'enfler, par la dette publique qui ne cesse de grandir. Et tout ça, c'est en train de déstructurer le système financier, le système monétaire, le système bancaire. Et dans ce cadre-là, Bitcoin apparaît comme une réponse, quoi. Voilà. Et c'est d'ailleurs comme ça que Satoshi Nakamoto l'a présenté, parce que dans la première transaction Bitcoin qu'il lance le 3 janvier 2009, il met un extrait d'un journal, d'un quotidien anglais,
qui parle du renflouement des banques suite à la crise des subprimes qui avait eu lieu à l'automne 2008. Ouais. Voilà, donc c'est bien pour montrer que il construit quelque chose qui est alternatif au système actuel, qui a failli s'effondrer complètement lors de la crise des subprimes, mais qui n'est toujours pas, qui n'est pas guéri et qui va générer d'autres crises. Ouais. Voilà, on en a vu d'autres. Ça nous rappelle les positions. Alors, je sais pas comment tu te positionnes par rapport à lui, mais notamment de Charles Gave qui parle de monnaie dette. Ouais, voilà. Et effectivement, tu critiques donc le rôle des banques centrales et je crois savoir que tu serais plutôt partisan d'un retour à l'étalon or ou à une transition vers justement le Bitcoin pour voilà. Et est-ce que tu peux là aussi développer ça Ouais. ouais. Oui, c'est-à-dire, moi, je me rattache à ce qu'on appelle l'école autrichienne. Donc, Hayek, Rothbard, Mises, c'est-à-dire des gens qui défendent l'étalon or. Sous-entendu, il faut pas jouer avec la monnaie. Alors qu'il y a une autre tradition libérale. Tu peux nous rappeler en deux mots, c'est quoi les talons or pour être sûr que tout le monde Oui, alors maîtrise? l'étalon or, il a existé de façon rigoureuse pendant tout le 19e siècle, hein. En France, en Allemagne, en Angleterre, en Italie. La quantité de monnaie était déterminée par la quantité d'or existant, quoi. Point à la ligne. Et donc, on ne pouvait pas, les États ne pouvaient pas faire comme aujourd'hui des déficits et puis demander à la Banque centrale de les financer, quoi. Voilà, c'était donc ça Donc obligeait. l'argent reposait sur quelque chose de tangible. Voilà. Alors, en France, on avait pendant toute cette période-là, on a eu ce qu'on appelle le Napoléon, qui est la pièce de 20 francs or, donc créée par Napoléon en 1802 et qui va fonctionner jusqu'en 1914, hein, avec exactement le même poids en or, donc ça bougera pas. Et il y a la même chose en Allemagne, en Angleterre, voilà, donc des monnaies or. Et donc ça donne une rigueur dans la gestion des comptes publics et ça veut dire et ça on a constaté au XIXe siècle que c'est la période de plus forte croissance, c'est là où toute la croissance économique et même les découvertes scientifiques se sont faites, surtout si on considère que le 19e siècle va jusqu'en 1914, quoi. Voilà. Ça Mais alors partir de... excuse-moi, donc là c'est Ouais. Bretton Woods qui casse ça, Alors non, non? ça va s'arrêter en 1914 avec la Première Guerre mondiale, justement. Ah, alors moi je Parce pensais que que c'était. Alors vas-y, ouais, explique-moi. non, parce qu'en fait, c'est à partir de ce moment-là que la planche à billets va commencer à tourner et que la quantité de monnaie en circulation va exploser et qu'on va couper le lien avec l'or, en fait. Alors que précédemment, quand il y avait des guerres, et ben souvent elles s'arrêtaient parce que le souverain n'avait plus d'or dans ses caisses et donc il pouvait plus payer les militaires. C'est pour ça que les guerres duraient jamais très longtemps, quoi. Voilà. On se rappelle par exemple que Louis XIV a fait fondre l'argenterie de Versailles pour ses guerres, je sais plus en Espagne ou aux Pays-Bas ou voilà. Bon. Et donc les guerres s'est arrêtées comme ça. Et 1914, c'est la première fois que on va faire de la planche à billets et ça va malheureusement permettre de faire durer la guerre pendant 4 ans, comme on le sait, avec tous les massacres, voilà. Ensuite, après la guerre, on va revenir à une sorte de talent or, mais ça va se faire de façon difficile parce que beaucoup d'États veulent revenir à la parité or d'avant la Première Guerre mondiale pour ne pas reconnaître une perte de valeur de leur monnaie, alors qu'en fait il y a eu de l'inflation, donc ça marche pas. Notamment Churchill, qui était ministre de l'économie à l'époque, qui va prendre des décisions assez catastrophiques en Angleterre. Bon, voilà. Ensuite, il y a la Deuxième Guerre mondiale. Et puis, en 1944, il y a les accords de Bretton Woods, où là, on refixe l'or aux monnaies, mais c'est un peu différent de l'état l'or, c'est-à-dire les monnaies sont fixées au dollar et le dollar est fixé à l'or. 35 dollars l'once. Mais c'est pas directement le franc ou la livre sterling qui sont fixés à l'or. Ils sont fixés au dollar, bon, ce qui a permis quelques dévaluations, voilà. Mais c'était quand même un système rigoureux, quoi. Et Ouais, puis, et de ce que nous on a tous en tête 71 quoi, mais en fait ouais, ça voilà. avait Et déjà puis, commencé avant. C'est intéressant. voilà, c'est-à-dire, tout ça, ça a duré justement jusqu'en 1971. Le 15 août 1971, Richard Nixon fait une intervention télévisée pour dire on va suspendre temporairement, à l'époque, c'est marrant, il a dit temporairement, la convertibilité entre l'or et le dollar. Parce que les Américains, justement, étaient confrontés à des déficits budgétaires importants à cause de la guerre au Vietnam et à cause du programme Apollo, qui coûtait aussi très cher. Et puis aussi au fait que le général de Gaulle, qui s'est retrouvé avec beaucoup de dollars,
il a demandé plutôt que d'avoir des dollars à avoir de l'or, quoi. Et donc il y a pas mal de tonnes d'or qui sont allées de Fort Knox à la Banque de France. L'Allemagne faisait pareil. Et donc, ça n'a pas trop plu aux Américains, quoi. Voilà, de voir l'aurore de Fort Knox partir à Paris et à Berlin. Donc à un moment, ils ont dit stop, quoi. Voilà. Et depuis, les monnaies flottent. Depuis donc 71. Et on constate que c'est à partir du début des années 70, comme étant donné que cette contrainte a été levée, tous les États en ont profité pour faire du déficit budgétaire. On le voit aux États-Unis, on le voit en France. Hein. En France, on est en déséquilibre budgétaire depuis 1975 de façon ininterrompue. Il n'y a jamais eu d'équilibre ou d'excédent depuis cette date. Alors il y a des pays comme l'Allemagne ou l'Europe du Nord qui sont mieux gérés, qui sont plus proches de l'équilibre ou qui ont eu des excédents. Les pays du sud de l'Europe, c'est plutôt déficit. Voilà. Et c'est à partir de cette date-là que que la croissance monétaire a commencé et que l'inflation. Alors l'inflation est tout de suite venue dans les années 70, hein, elle est tout de suite venue. Ensuite, surtout qu'on a eu les crashs pétroliers ensuite voilà, alors il y a eu le crash pétrolier 73-79, je crois. Voilà. Alors les Américains, justement, ont fait assez subtilement, comme le dollar n'était plus garanti par l'or, il fallait quand même qu'il soit garanti par quelque chose, parce que si c'est que du papier, bon. Et donc, Kissinger s'est entendu avec l'Arabie Saoudite pour dire, et avec les pays de l'OPEP pour dire, tous les gens qui vous achètent du pétrole, ils sont obligés de le payer en dollars. Et c'est le cas de toutes les matières premières, ce qui fait que tous les pays qui veulent acheter du pétrole ou des matières premières doivent vendre leur monnaie pour acheter du dollar, pour ensuite acheter du pétrole, ou du cuivre, ou du fer, ou n'importe quoi. Et donc ça crée un soutien de facto du dollar. Et c'est pour ça qu'on parle de pétrodollar. Donc on est passé du dollar or au pétrodollar. Et ça, c'est en train un peu d'être mis en cause en ce moment. C'est pour ça on est complètement dans l'actualité, parce que il y a peu de temps, l'Arabie Saoudite a permis à la Chine de payer une partie de son pétrole en yuan. Et tout ce qui se passe autour des BRICS, c'est un mouvement de dédollarisation, quoi. Les BRICS font en sorte de commercer entre eux sans passer par le dollar obligatoirement. La Chine fait en sorte que tout le commerce en Asie se fasse autour du yuan plutôt qu'autour du dollar. Surtout que le dollar, c'est un outil de puissance monétaire, mais c'est aussi un outil de puissance juridique à cause de l'extraterritorialité du droit américain sur toutes les transactions. Donc plus on a envie de contourner les sanctions vers certains pays qui sont dans la liste noire des États-Unis. Donc ce mouvement de dédollarisation des BRICS effectivement est passionnant. Et alors à ton avis, alors très rapidement, alors si c'est possible, c'est quoi selon toi la porte de sortie des Américains là-dessus? C'est d'accompagner ça et d'essayer d'en tirer parti, ou c'est de défendre à tout prix le dollar, et de quelle manière ils pourraient inverser ou atténuer cette dédollarisation de l'économie mondiale? Eux c'est difficile, parce que ceci dit, les Américains ont la chance dans le fait que aucun pays ne veut prendre le relais. C'est-à-dire que la Chine, qui est le concurrent principal des États-Unis au niveau géopolitique et économique, ne veut pas que le yuan devienne la nouvelle monnaie internationale, parce que ça a des contraintes quand même. Il faudrait que le yuan flotte de façon libre et que le cours soit déterminé par l'offre et la demande. Or, la Chine veut que le yuan soit lié au dollar et reste plutôt faible, de façon à privilégier ses exportations, au niveau de son économie, bien sûr, dont elle a un besoin vital. Et puis il faudrait aussi qu'il y ait si plein de pays dans le monde veulent utiliser du yuan, il faut que la Chine ait un déficit, un excédent de balance des paiements pour pouvoir balancer du yuan partout. Donc ça fait de la création monétaire. Enfin voilà. Donc ça a des contraintes, et la Chine ne veut pas prendre le relais. Donc c'est ça qui permet au dollar de rester de toute façon largement la première monnaie de transaction internationale et de réserve. Voilà. Maintenant, comment ils vont s'y prendre? Une des réponses, on peut en parler tout à l'heure, c'est si l'usage des stablecoins en dollars continue de se développer, ça fera un nouveau soutien au dollar, en fait, quoi, parce que de plus en plus de gens utilisent les stablecoins dans le monde. Le patron de Tether, qui fait l'USDT, qui est le numéro 1, a dit qu'il y avait 300 millions de personnes dans le monde qui utilisaient l'USDT. Donc on parle pas de traders sur les plateformes, on parle de gens
qui sont en Afrique, en Amérique du Sud, en Asie, et qu'on met un wallet et qui commercent en USDT parce que leur monnaie ne vaut rien, quoi. 300 millions de personnes. Donc, et Tesser fait partie des 10 plus gros, enfin, c'est le 10e acheteur de dette à court terme des États-Unis. Et ils sont dans le top 20 de toutes dettes confondues. Donc, c'est déjà devenu un acquéreur important de la dette américaine. Et donc, ça contribue à soutenir la dette, quoi. Plus les stablecoins vont se développer dans le monde, bah, plus ceux qui gèrent les stablecoins achèteront des dollars, parce que c'est comme ça qu'ils garantissent la parité, quoi. Donc, c'est une façon le développement des stablecoins, ça peut être une façon de soutenir le dollar aussi, voilà. Ouais. Vas-y, Raphaël. Bonjour Philippe. Bonsoir. J'avais une question sur quand vous parlez de tout l'apport sur le dollar. Le dollar américain n'est pas backé aussi par la puissance de son armée. Alors si, bien sûr, c'est que c'est les États-Unis, c'est la première puissance militaire. Donc, mais ceci dit, il faut quand même qu'il y ait une valeur monétaire au-delà de la puissance économique et militaire. Il faut quand même qu'il y ait une valeur, et donc c'est pour ça qu'on est passé du dollar or au pétrodollar, et que c'est encore ce qui soutient la valeur du dollar aujourd'hui. Bon, voilà. Et l'échappatoire qu'il pourrait y avoir avec les stablecoins, c'est pas un problème que ce soit des entreprises privées qui les détiennent pour les États-Unis? Non, parce que c'est comment dire, c'est des entreprises privées qui comprennent qu'ils doivent être alignés avec les intérêts américains, quoi. Donc surtout que c'est des boîtes américaines. Voilà, c'est des boîtes américaines. Circle et Voilà. Tether sont américaines. Circle aussi, voilà, les deux plus gros, c'est des boîtes américaines. Donc voilà, ils sont domiciliés aux États-Unis, ils sont réglementés. Circle en plus, enfin, ils sont introduits en bourse, donc voilà, ils savent ils doivent être réglo, quoi. Parce pendant longtemps, il y a eu des doutes sur le fait que Tesser ait réellement en réserve le nombre de dollars correspondant au nombre d'USDT. Ouais, ça avait créé un DPEG à l'époque. Voilà. Bon, maintenant on sait que c'est bon, et même mieux que ça, c'est-à-dire comme ils achètent des bons du Trésor pour garantir leurs dollars, leurs bons du Trésor leur apportent des intérêts, et ils réalisent des profits monstrueux. Ils ont fait 5 milliards de profits en 2023 pour une boîte qui a 100 salariés. C'est du délire total, quoi. Donc en fait, ils acquièrent des réserves comme ça. Ils achètent du Bitcoin aussi. Ils acquièrent des réserves, ce qui fait que maintenant, bon, il y a plus de doute sur le fait que Tesser détienne bien la valeur, la contrepartie en dollars, quoi. Voilà. Maintenant, c'est bon, quoi. Alors qu'il y a quelques années, il y avait des inquiétudes, quoi. Tu sais, Philippe, on en a reçu je fais une petite incise, mais on en a reçu des intervenants plutôt Web 2. Ouais. Et je crois que jusqu'à présent, on n'a jamais reçu un mec aussi connaisseur de l'écosystème crypto que nous. On est dedans tout le temps, tu vois. Donc souvent, on est obligé de reprendre ou de préciser certaines choses parce que voilà, on peut pas être connaisseur de tout. Et franchement, c'est très très agréable en tout cas. Donc vraiment, merci pour ça. Bah, merci. Hein. Alors on va se rapprocher un peu de chez nous et notamment de l'Europe. Donc tu es très critique des politiques financières monétaires de l'Union européenne qui est souvent quand même assez alignée avec la politique monétaire de la Fed. Comment tu vois le rôle de l'Union européenne justement dans la finance mondiale et par le prisme notamment pourquoi pas de Mika et tout ça. Est-ce que tu as un avis là-dessus? Ouais, bah justement, l'Union européenne est, à mon goût, un peu trop alignée sur les États-Unis. Je prends un exemple d'ailleurs, le gel des avoirs de la Banque centrale russe suite à l'invasion de l'Ukraine. C'est une décision qu'ont prise les Américains, mais en fait, il y a assez peu de dollars, surtout des euros. Je trouve que l'Europe aura pu dire, enfin, tout en condamnant l'invasion de l'Ukraine, elle aurait pu dire, je respecte le droit de propriété, donc je touche pas aux avoirs de la Banque centrale russe. Et se on se souvient que Macron a aussi, je crois, exproprié des yachts, des résidences, donc de particuliers, d'oligarques russes. Donc alors que s'ils avaient dit on condamne l'invasion, mais on respecte le droit de propriété, ça aurait été un super boost pour l'euro, parce que l'euro a quand même été créé pour concurrencer le dollar, hein, et c'est une monnaie de réserve, mais loin derrière. Et ça aurait pu être une occasion, mais ça a été manqué. L'Europe aussi a gelé les fonds, et ce qui fait qu'il y a beaucoup de pays
qui se disent, mais si je me fâche avec les États-Unis ou avec l'Europe, même les dollars ou les euros que je possède en propre, je pourrais plus y avoir accès. Et donc, ça favorise la dédollarisation et ça favorise la régionalisation du monde et la constitution de BRICS, quoi. Et donc là, l'Europe a mal joué. Il y a aussi un autre point sur lequel elle joue mal, on parlait des stablecoins. Des stablecoins sur l'euro, il n'y en a pas. Et l'Europe fait même, et la Banque Centrale Européenne fait même tout pour qu'il n'y en ait pas. Elle veut imposer un euro numérique, mais bon, ça n'a rien à voir, c'est pas du tout la même chose. Et pendant ce temps-là, il Une y a pas monnaie numérique de banque centrale, ouais. voilà, monnaie numérique du Banque Centrale. Et pour l'instant, il n'y a pas de stablecoin sur l'euro, alors que c'est nécessaire pour tout le développement de la DeFi. Alors, Et il y aussi en a un qui a été lancé par non, mais il y en Circle, a, enfin, il mais y en a, effectivement, ils ont des volumes. il y a aucune transaction Mais voilà, avec, quasiment, il y mais en a oui. plusieurs, mais ils ont des volumes qui sont ridicules, qui sont pas au niveau de ce que ça devrait être. Alors que c'est nécessaire pour la DeFi, c'est aussi nécessaire pour la tokenisation, qui a un marché potentiel énormissime. Et s'il n'y a pas de stablecoin sur l'euro, tout le monde passera par les stablecoins du dollar. Donc aujourd'hui, le plus gros stablecoin sur l'euro, il a été fondé par Circle, l'entreprise américaine. Hein. C'est le URC, je crois. C'est le plus gros en termes de capitalisation. Donc on Donc est vraiment finalement, des malins. ça fait que renforcer la mainmise des Et Américains, voilà, parce que c'est une boîte américaine, voilà. sur la monnaie dette euro, en fait. Voilà, alors que l'Europe devrait faire en sorte qu'il y ait un ou plusieurs gros stablecoins qui émergent, poussés par des grosses boîtes et des banques, et il y a tout ce qu'il faut en Europe pour ça, et favoriser sa diffusion en Europe et dans le monde, hein. Et ce serait une bonne chose pour l'euro. Et ce serait pas compliqué à faire, ça coûte pas cher, il suffit de Surtout mobiliser un peu les grosses boîtes, et puis voilà, quoi. on a la Société Générale avec Forge Ouais, ouais. qui a un stablecoin qui Ouais, non, maintenant mais, agréé MiCA. Donc il y a ouais, mais, peut-être une volonté d'entreprises privées, en l'occurrence hum, Société Générale, mais c'est vrai qu'au niveau politique et institutionnel, hum. on prend un retard magistral. Et Romain, puis Mika est très contraignant aussi, parce que pour les stablecoins, ouais, il faut qu'il y ait une banque de garantie dans chaque pays. Enfin, ce qui fait ouais. que même Tesser, ils savent pas s'ils vont rester en Europe, quoi. Hmm. C'est un niveau de délire bureaucratique qui est catastrophique, quoi. Ouais, je partage. Romain? Ouais, j'ai une question très courte. Ma question, c'est est-ce qu'on est condamné à être les vassaux ou les suiveurs des États-Unis ici en Europe? Malheureusement, oui, et ça bon, c'est un sujet beaucoup plus vaste que les cryptos et tout ça, mais on l'est alors qu'on aura une carte à jouer, quoi. Voilà, parce que je trouve qu'on est un peu les dindons de la farce, quoi. L'Europe a été les dindons de la farce de la mondialisation. Quand la Chine est rentrée dans l'OMC, tout ça, ça a produit une dévastation de notre industrie. Et puis là, avec la régionalisation qui se met en marche, les BRICS, le rapprochement Russie-Chine, tout ça, nous, on joue pas notre carte. Mais s'il y a une régionalisation et puis que l'Europe s'autonomise un peu, pourquoi pas, mais c'est même pas le cas, quoi. Donc on se fait avoir là-dessus, on se fait avoir sur d'autres plans. Voilà. Enfin, et surtout le fait que l'Europe soit déconnectée de la Russie et de ses matières premières, c'est assez catastrophique en termes économiques, quoi, à long terme, quoi. Donc, mais bon, voilà. Ok, merci Philippe. Je regarde dans les commentaires s'il y a des questions. Il y en a une, mais je crois qu'on y a répondu, mais je vais quand même la mentionner. Que pensez-vous de l'USDT à l'échelle européenne? Son option euro est-elle viable? Lequel choisir? J'imagine qu'il devait demander entre l'USDC et l'USDT. Est-ce que toi tu as un choix là-dessus? Ouais, voilà, je te laisse répondre. Moi, je dirais plutôt l'USDC parce il est émis par une boîte qui est cotée en bourse aux États-Unis, donc qui a des obligations réglementaires extrêmement élevées. Et voilà. Maintenant, comme je l'ai dit, maintenant TCR, il y a eu des doutes sur les réserves. Maintenant, il y en a plus, donc bon. Mais dans l'absolu, j'aurais tendance à dire l'USDC plutôt que l'USDT, quoi. Voilà. Ouais. C'est assez partagé en général, voilà. même dans la communauté crypto, Voilà. on partage à peu près ce constat. Dernière petite question avant de passer au sujet d'actualité, si tu veux bien. Je sais pas si c'est un sujet, je pense que oui, mais quelle est ton opinion sur, dans les fondamentaux de Bitcoin, on a ce que tu as dit tout à l'heure, offrir une solution monétaire parallèle et plus décentralisée à l'économie
la finance traditionnelle, mais également la protection de la vie privée, qui est finalement à l'origine même de tout le mouvement cypherpunk et de toutes les blockchains et crypto-monnaies qui sont arrivées avant Bitcoin, il y a eu d'autres essais avant. Quelle est toi ton opinion justement sur comment concilier la protection de la vie privée et en même temps assurer la sécurité dans la finance numérique? Et ça nous fera d'ailleurs, je pense en tout cas, une transition intéressante avec l'arrestation du patron de Telegram. C'est-à-dire, oui, certes, Bitcoin a été créé pour ça, mais aujourd'hui, j'ai envie de dire, c'est presque mort parce que pour acheter le Bitcoin, on passe par un exchange, on fait un KYC, et puis la réglementation devient de plus en plus étouffante. Donc, le côté anonyme dans Bitcoin, c'est malheureusement en train de disparaître, même si ça reste quand même, on a plus d'autonomie que quand on utilise des euros de sa banque, quoi. Voilà, mais bon, c'est quand même c'est de plus en plus limité malheureusement, quoi. Voilà. Ouais, d'autant qu'il faut rappeler que toutes les entreprises régulées en France qui permettent l'achat, la vente, la conservation et l'échange crypto sont obligées de se faire enregistrer en tant que PSAN et donc sont soumises à des obligations AML et donc lutte anti-blanchiment d'argent et financement lutte contre le financement du terrorisme, et que sous prétexte de ces risques qui sont réels, bien sûr, eh bien ça les oblige effectivement à rendre compte aux autorités de l'origine, de la provenance des fonds, de blacklister des wallets qui seraient sur des listes. Voilà. Donc pour toutes ces raisons-là, c'est vrai qu'aujourd'hui il y a peut-être une solution qui existe, c'est les monnaies anonymes, en l'occurrence. On pourrait parler de Monero, bien sûr. Est-ce que tu vois du potentiel dans ces monnaies-là à terme? Non, justement, parce que ce qu'on constate, c'est que les monnaies anonymes sont délistées des échanges, Monero ou autres. Il y a de moins en moins d'échanges qui les listent, donc ils sont mis de côté. Et puis le problème aussi, c'est que la réglementation, enfin notamment en Europe, la réglementation va se durcir avec notamment la directive DAC8, qui fait que les échanges seront obligés d'enregistrer toutes les transactions de leurs clients et de les communiquer à demande au fisc. Et donc ça veut dire, enfin c'est hallucinant parce que est-ce qu'on imagine la même chose pour une banque? Si on faisait la même chose pour la banque, les gens hurleraient parce que ce serait une remise en cause de la vie privée. Bon, la banque, il y a que si vous êtes mis en cause par la justice qu'un juge peut accéder à vos comptes bancaires. Et dans ce cas-là, c'est normal. Mais le ministre de l'économie, parce que le fisc, c'est le ministre de l'économie, le ministre de l'économie ne peut pas, lui, avoir le détail de votre compte en banque et de vos transactions. Et c'est normal. C'est la protection de la vie privée et c'est la séparation des pouvoirs. Sauf en cas de mouvement inhabituel ou anormal. Ah non, mais ça c'est autre chose. Non, mais bien sûr, parce qu'il y a TRACFIN, il y a des déclarations, voilà. Et ça encore c'est normal. Mais c'est l'exception. Mais le ministre de l'économie peut pas demander les comptes bancaires d'un particulier comme ça, quoi. Voilà. Bon. Avec la norme DAC8, ce sera le cas. À partir de 2026, les exchanges seront obligés de fournir au fisc l'ensemble des transactions. Et c'est passé comme une lettre à la poste au Parlement européen, évidemment, parce que les députés disaient c'est tous ces enfoirés de crypto-maniaques là et de bitcoiners qui sont enrichis, c'est bien, on va les mettre sous surveillance, quoi. Mais si on proposait la même chose sur les banques, les gens hurleraient, quoi. Mais bon, mais le problème c'est comme c'est passé là pour les cryptos, dans quelques années pour les mêmes motifs de lutte contre le terrorisme et machin, ils feront la même chose sur les comptes bancaires, quoi. Et là, c'est trop tard pour pleurer, quoi. Ouais, c'est vrai. Alors, dernière petite question dans les commentaires. Alors, très rapidement, mais vraiment à visée éducative, mais je pense que c'est important. Et Romain, ensuite, je te donnerai pas la parole tout de suite. On passera au sujet d'actualité, mais je sais que tu auras fort à dire là-dessus aussi. Oui, rapidement, on me demande dans les commentaires, est-ce que tu peux très rapidement nous approfondir, tu sais, les deux écoles libérales, donc l'école de Chicago et l'école et l'école autrichienne. Ouais. Rapidement, peut-être les différences entre les deux. Oui, c'est-à-dire. L'école autrichienne, c'est dire la monnaie est fixée sur l'or et donc on fait pas du tout de planche à billets. Et voilà. Et l'école de Chicago, c'est Milton Friedman. Donc c'est aussi des libéraux qui défendent le marché. Mais Milton Friedman, il dit bon, la quantité de monnaie, elle peut augmenter du même niveau que la croissance du PIB, quoi. Voilà. En gros, c'est ce qu'il dit.
et on dit que c'est lui qui aurait convaincu Nixon de déconnecter le dollar de l'or. Bon, voilà. Donc disons que l'école de Chicago admet une certaine souplesse. Alors ça ne veut pas dire qu'elle est d'accord avec le fait de faire du déficit de la planche à billets, mais et met quand même un peu le pied dans la porte, quoi. Voilà. Ouais. Pour eux, elle en est fait, moins rigoureuse. Voilà. pour eux, ouais, la quantité de monnaie peut être liée à la croissance. Voilà. Et donc créer de la dette, alors Voilà. qu'école autrichienne, rien à voir avec la croissance, ça doit être sur la Voilà. base Ce qui veut dire d'actifs que les prix tangibles. baissent. Ouais. Ce qui veut dire que les prix baissent. Si on a constaté, alors il n'y avait pas de mesure de l'inflation comme aujourd'hui, ça date surtout des années après la Deuxième Guerre, mais on a constaté une baisse des prix de gros aux États-Unis à la fin du 19e siècle. C'est-à-dire que, parce que si la quantité de monnaie est limitée et qu'il y a de la croissance parce qu'il y a du progrès technique, bah, le prix des biens diminue. Parce que grâce à la productivité. Et donc, on doit assister à une baisse des prix. Voilà. Ok, très clair. Voilà. Merci Philippe pour cette première partie d'entretien qui nous a permis de voir un petit peu tes positions, et surtout ça nous a permis pour celles et ceux qui en doutaient ou ne savaient pas de voir que tu maîtrises parfaitement le sujet, et c'est très agréable d'avoir justement cet échange avec un connaisseur de l'écosystème. On va passer maintenant à la partie un peu plus chaude, un peu plus d'actualité, et on va commencer notamment par l'arrestation donc de Pavel Durov, le patron de Telegram, lorsqu'il a atterri à l'aéroport du Bourget en France. Rappel des faits rapide, si tu veux bien, et ensuite effectivement on s'en sera un petit peu dans l'analyse de cet événement qui a créé des réactions partout dans le monde, hein, on y reviendra. Ouais, c'est-à-dire qu'il est arrêté à descendre de son avion au Bourget, et donc il est mis en examen. Maintenant, on a eu le détail de tout ce qu'on lui reproche, et quand on lit cette liste, bah, c'est totalement délirant. C'est-à-dire que déjà, il risque 20 ans de prison, et on l'accuse de tous les mots qui circulent, enfin qui peuvent circuler sur Telegram, mais on pourrait faire exactement le même chef d'accusation pour Mark Zuckerberg, pour Facebook et WhatsApp. On pourra le faire pour Elon Musk, on pourra le faire pour Instagram, on pourra le faire pour plein d'autres, pour tous les réseaux sociaux, quoi. Enfin, c'est complètement délirant. Il y en a même qui disent on peut le faire pour le patron de la Poste parce que les colis de la Poste servent à transporter de la drogue. On a vu des voilà. mèmes. On aurait arrêté le patron de Bic parce qu'il y aurait eu des transactions écrites au stylo illégal. Voilà. Enfin, en tout cas, si on reste dans le domaine des réseaux sociaux, tous peuvent faire l'objet des mêmes chefs d'inculpation. Donc c'est complètement délirant. Et donc ça prouve que c'est quelque chose de politique, que c'est une arrestation qui est arbitraire, parce que Telegram, au départ, alors, Telegram je t'interromps juste une petite seconde, mais pour te relancer juste après, peut-être la différence entre Telegram, et d'ailleurs c'est là où je pense que réside la différence, c'est que Telegram a dès le départ eu à cœur de protéger justement la vie privée de ses utilisateurs, peut-être à la différence d'un Zuckerberg ou d'autres qui eux ont encore récemment avoué avoir collaboré avec les autorités, notamment politiques, pour soit censurer des contenus, soit voilà. Donc peut-être elle est là finalement la différence. En fait, il faut bien comprendre la différence, c'est-à-dire que quand la France prend une décision officielle, une décision de justice pour bloquer, ou un décret, mais bon, quelque chose de public qui se fait dans le respect de la loi pour bloquer un certain nombre de comptes, les plateformes s'exécutent. Et c'est normal. Et moi, je le vois bien parce que sur Telegram, j'étais abonné à une chaîne qui a sauté, parce que une chaîne qui parlait de la guerre de la Russie, et elle a été mise dans le collimateur, elle a sauté. Bon, il l'a recréée par ailleurs. Mais voilà. Mais ça, quand ce sont des décisions publiques prises par la justice, Elon Musk ou le patron de Telegram ne s'y oppose pas. Et la chaîne saute. Et le compte saute. Mais ce qui se passe, en fait, c'est que les États font passer de façon discrète des demandes de suppression de comptes en dehors de tout cadre légal. Et c'est ça qu'a exécuté Mark Zuckerberg à Facebook et à Instagram. Il vient de le reconnaître par une lettre officielle envoyée au Congrès il y a quelques jours, c'est-à-dire dès qu'il y avait des publications critiques sur le Covid, sur les vaccins et tout ça, poum, ça sautait. Dès qu'on parlait de l'ordinateur du fils Biden, poum, ça sautait. Et c'était en dehors de tout cadre légal.
et lui, il s'est exécuté. Twitter s'est exécuté aussi, et il a arrêté de le faire depuis que ça a été racheté par Elon Musk. C'est pour ça que X est dans le collimateur. Et Telegram, lui, s'y refuse aussi. C'est-à-dire, s'il n'y a pas de demande officielle, il fait pas sauter le compte. Voilà. Et en cela, les plateformes ont raison. S'il n'y a pas de demande officielle de la justice, elles n'ont aucune raison de faire sauter un compte. Bah d'ailleurs, ça fait complètement l'actualité de Twitter qui a récemment été interdit au Brésil parce que Alors, justement, Musk a refusé l'injonction du président puisqu'il il est pas motivé par mais parce que c'est contraire effectivement à la loi du Brésil même. Voilà, donc, voilà. Ok. Et il a rendu public les demandes et donc il essaie de se battre comme ça, mais bon. Heureusement qu'Elon Musk a racheté Twitter parce que sinon je sais pas où on serait quoi, voilà. Parce que même si Telegram est maintenant dans le collimateur, ça va être compliqué quoi, voilà. Ouais. Vas-y Romain. Et c'est sûr que le prochain c'est l'autre qui est dans le collimateur, c'est X, hein, parce que et on a vu avec Thierry Breton et on le voit en Europe avec le DSA, c'est très inquiétant. C'est pour ça qu'il faut se mobiliser quoi, se bouger quoi. Vas-y Romain, et ensuite on continue sur l'affaire Pavel. Vas-y Romain. Ouais, moi c'est juste une question ouverte. La question c'est est-ce que l'État nous veut du bien? Des moments donnés où l'État s'intègre dans nos vies privées, il s'intéresse à quelles vont être nos transactions, sous prétexte que j'ai rien à cacher. Est-ce que l'État doit savoir ce qui se passe dans ma vie? La majorité de mes proches s'en foutent royalement. Et entre geeks, entre passionnés de crypto, on se pose la question, mais en fait j'ai l'impression qu'on est une minorité à se poser ces enjeux-là. Bah malheureusement oui, même si l'affaire de l'interdiction de Twitter au Brésil c'est quand même assez énorme et ça va obliger justement les gens normaux à se poser des questions quand même, parce que je pense qu'il y a beaucoup de Brésiliens qui se disent quand même interdire Twitter, c'est quand même énorme. Mais le problème c'est ça, non, l'État veut pas notre bien. Enfin, quand on est économiste libéral, tendance école autrichienne, on a compris depuis longtemps que l'État veut pas notre bien, quoi. Donc on fait en fonction, et voilà. Et moi, ce que je voudrais rajouter par rapport à l'affaire Pavel Durov, c'est que on évoque X derrière, mais moi, ce qu'il y a derrière aussi, c'est Bitcoin, parce que Bitcoin, c'est un réseau décentralisé. Alors là, il y a absolument aucun contrôle. Au contraire de toutes les autres cryptos. Les autres cryptos, elles sont faciles à arrêter parce qu'il y a toujours une équipe dirigeante. On sait où ils sont. Et donc, on peut les arrêter facilement. Bon, Bitcoin, il y a pas de siège social, mais on peut quand même le contrôler en contrôlant les échanges avec des réglementations comme DAC8, comme on l'a dit tout à l'heure. Et moi, le risque, c'est que ils ont mis la main sur Telegram, et ils vont essayer de le faire sur X, et l'étape d'après, c'est Bitcoin, c'est-à-dire établir un contrôle très étroit sur la monnaie, sur Bitcoin, sur les échanges, et puis en gros l'obliger à ne plus valider les transactions qui sont considérées comme invalides au nom de la lutte contre les terroristes, quoi. Chose qui se fait déjà sur Ethereum d'ailleurs. Je sais pas si vous le savez. Parce que j'ai regardé tout à l'heure, il y a presque la moitié des transactions qui sont conformes à l'OFAC, c'est-à-dire que où les validateurs excluent des transactions qui seraient considérées comme troubles par l'OFAC, qui est un office américain de contrôle. Voilà, donc on pourrait progressivement obliger Bitcoin, enfin en tout cas les mineurs, à faire ça, et donc ce serait plus tout à fait Bitcoin, quoi, si on commence à faire ça. Ouais, c'est intéressant parce que je crois que peu de gens savent. Moi, quand je l'ai appris, par exemple, par définition, je le savais pas avant, mais c'est vrai que par exemple sur Ethereum, une bonne partie des transactions sont censurées. Voilà. Donc voilà. Enfin, une partie des mineurs, une partie des validateurs censurent des transactions. Ouais. Parce qu'elles se soumettent à l'OFAC, qui est un organisme d'État américain qui une sorte de traque-fin qui va dire bah non, telle transaction, on sait pas d'où ça vient, donc vous la validez pas, quoi. Alors pour revenir sur Telegram, là il y a un dilemme qui se pose quand même. Et là on est plus sur de l'idéologie, voire du juridisme à voir. Ouais. C'est quel juste milieu, quel compromis à trouver entre la liberté de pouvoir échanger en toute liberté par définition et
comment, à côté de ça, éviter les dérives de cette liberté, puisqu'on rappelle que dans les chefs d'accusation qui ont été retenus contre Pavel, on a notamment, alors déjà on a le terme de complicité, et en fait en France, la complicité est condamnée comme l'auteur des crimes lui-même. Donc ça déjà c'est un truc qui est absolument effrayant, mais admettons, donc complicité pour, eh bien en gros, alors je vous la fais simple, hein, j'ai pas les chefs d'accusation en face des yeux, mais en gros on l'accuse d'être complice de actes de terrorisme, actes de pédocriminalité, conseil en investissement, enfin tout ce qui se passe d'illégal sur Telegram, il est accusé de complicité. Alors, à savoir aussi qu'il est accusé pour 3 chefs d'accusation concernant la cryptologie. Parce qu'il mettrait à disposition de ses utilisateurs des moyens de cryptologie pour justement derrière permettre ces échanges sans qu'ils puissent être, on va dire, tracés, etc. Donc, question, c'est quel juste milieu entre liberté d'échanger sans contrainte et à côté de ça, comment, je sais pas moi, faire en sorte qu'il ne puisse pas y avoir ces dérives qui sont très graves pour le coup. Ça, je pense que personne le remet en question. Oui, mais moi je raisonne pas en termes de juste milieu, parce pour moi, il y a une énorme hypocrisie, parce que on argue du fait de la pédophilie, du terrorisme et tout ça pour condamner Telegram et d'autres, et puis Ethereum et peut-être bientôt Bitcoin. Mais quand on regarde dans la réalité, il n'y a pas vraiment de volonté des États de lutter concrètement contre la pédophilie ou les enfants, tout ça. Enfin, il y a pas de vraie lutte. Par exemple, pour prendre l'affaire Epstein, les gens qui sont allés sur l'île, là, on a les listes sur les carnets, ça n'a jamais été rendu public. Ces gens-là n'ont jamais été inculpés. Il y a des dizaines et des dizaines de personnes qui sont allées sur l'île d'Epstein. Dont des personnes très connues. Voilà, dont des personnes très connues. Et l'info, elle est complètement cachée. Voilà. Et il y a plein d'affaires comme ça. Alors, il y a l'affaire d'un rappeur aussi qui dans ses hôtels ou dans sa villa, se livrait aussi à ce genre de choses, c'est-à-dire d'inviter des gens en vue, de les mettre dans des chambres avec des jeunes filles, en tout cas mineures, et ensuite de filmer et puis ensuite d'avoir une arme contre eux. C'est aussi ce que faisait Epstein, hein, pour pouvoir les menacer. C'était un moyen de chantage. Bon, on ne sait pas ce que ça devient cette affaire, quoi. Voilà. Et donc. D'ailleurs, je vous invite sur ce sujet, si ça vous intéresse, à suivre les réseaux de Carl Zero, qui depuis une vingtaine d'années maintenant a décidé d'essayer avec ses moyens à lui de faire ouvrir les yeux déjà à l'opinion publique sur le fléau de la. Vas-y. Tu fais bien de citer Carl Zero. Moi, je suis abonné à sa chaîne YouTube. J'ai aussi vu le documentaire qui est passé au cinéma, mais j'ai oublié le nom là. Oui, alors je vois, mais c'est vrai que c'est un film, hein. Oui, c'est un film, voilà. Mais effectivement, je vois c'est quoi. Sur des traites d'enfants. En Amérique latine, je crois. Non? Pardon? C'est pas en Amérique latine? Non? Je dis des bêtises? Non, alors c'est le film qui a été fait et qui est passé au cinéma, qui est passé sur Canal samedi. Mais là, c'est un documentaire. D'accord. Ok. Bon, bref. Donc le film, c'est Sound of Freedom. Ouais, Sound of Freedom, voilà. Et voilà, effectivement, oui. Voilà. Ouais, donc c'est intéressant ton point, ouais. Et donc on se rend compte, quand on voit des gens comme Carl Zero ou d'autres qui tirent les fils de réseaux pédophiles, ils voient que il se passe rien. Voilà, la police, la justice ne font rien. Voilà. Donc c'est pour ça, c'est une énorme hypocrisie de mettre sur le dos du Bitcoin ou du Telegram ces affaires-là, parce que dans la réalité, là, l'État ne fait rien. Voilà. Donc pour moi, c'est un énorme mensonge, et c'est juste un prétexte pour tuer la liberté d'expression. Voilà. Donc moi, je dis qu'il faut qu'il y ait une liberté d'expression totale sur les réseaux sociaux, Telegram et compagnie X, et puis sur l'usage du Bitcoin, hein, et que la loi DAC8 et la directive DAC8 est scandaleuse. Voilà. Et il faut défendre cette liberté d'expression de façon complète, quoi. Voilà. Et puis en même temps, lutter contre la vraie criminalité concrète. Voilà. Très clair. Merci beaucoup Philippe pour ça. On va passer au deuxième sujet que je souhaitais aborder avec toi. On va parler des ETF. Donc Bitcoin, Ethereum et plus récemment au Brésil Solana, mais à moindre mesure.
Et là aussi, deux petites questions. Comment toi, tu penses que ces produits financiers vont influencer donc l'adoption des cryptos? Et je te pose ma deuxième question ensuite. Ouais. C'est-à-dire, oui, alors c'est une bonne chose, même si, bon, quand on est bitcoiner, quand on apprend à comprendre comment fonctionne Bitcoin, la conclusion logique, c'est de dire, je détiens moi-même mes propres bitcoins, je détiens mes clés privées, c'est-à-dire, je les laisse pas sur un exchange et j'achète pas un ETF, quoi. Je possède mes propres bitcoins, je possède ma clé privée. Ça, c'est la logique même. On est sa propre banque. Maintenant, bon, il est évident que il y a pas toute la population ne veut pas faire ça, quoi. Il y a toujours des gens qui auront toujours peur d'avoir une clé Ledger, de noter la seed phrase et compagnie. Et donc, le fait que les ETF apparaissent, c'est quand même une bonne chose, voilà. Donc, ça va concourir à la démocratisation, mais c'est pas Ledger qui va démocratiser Bitcoin, même si ça l'a contribué. C'est plutôt les ETF. Quand on est un Bitcoiner à 100%, on peut le regretter, mais c'est comme ça, voilà. Et ça a quand même contribué à créer un nouveau flux de demandes vers Bitcoin, ce qui est une très bonne chose, quoi. Voilà. Ouais, je suis assez d'accord avec ça. Et donc ma deuxième question est concernant donc les risques de cela. Est-ce que tu penses que ça va créer une concentration de ces cryptos-là, et donc pour le coup une perte de décentralisation de ces actifs? On sait qu'aujourd'hui les gestionnaires d'actifs détiennent, je crois, 5% de la supply de Bitcoin. Donc est-ce que ça c'est un risque? Et j'ajouterais à cela d'ailleurs, et ça fera la transition au sujet d'après, avec la volonté de Donald Trump de créer une réserve de valeur en Bitcoin de 1 million de Bitcoin. Il a annoncé ça à Nashville, on y revient juste après. Donc est-ce que tu penses que l'arrivée des institutionnels sur l'achat massif de Bitcoin va créer une décentralisation et une perte de souveraineté des actifs dont on parle? C'est un petit risque. Alors, je vois ça en termes de décentralisation, mais je vois aussi en termes, pour accrocher au sujet précédent, c'est que si jamais il y a des normes pour ne plus valider les transactions qui sont pas considérées clean par l'OFAC, le fait que les ETF auront un tel poids qu'ils pourront, si tous les ETF décident de respecter ces lois, ça fera un poids énorme, quoi. Voilà. Et ça va dans le sens de la soumission à la réglementation et à l'État, quoi. Voilà, c'est un peu ça le risque, quoi. Et d'ailleurs, c'est intéressant parce que, d'ailleurs, ça va nous faire la transition vers le prochain sujet. Donc, Donald Trump, pardon, et Bitcoin et les cryptos en général. Dans ses annonces à Nashville, alors je vais en oublier certaines, n'hésite pas à me compléter, mais il y a notamment donc la constitution d'une réserve en Bitcoin, donc à hauteur de 1 million de Bitcoin, et aussi demander à ce que lorsque il y a des amendes, quand il y a des procédures judiciaires dans lesquelles il y a une saisie de Bitcoin, qu'il ne soit plus vendu. Il y a également, et ça va faire, je pense, une transition parfaite avec ce que tu disais, c'est que Trump souhaite favoriser le minage aux États-Unis. Et donc là où on se dit c'est génial parce que ça va permettre de favoriser la décentralisation, d'ouvrir de nouveaux nœuds, etc. En fait, on voit aussi peut-être le moyen détourné de contrôler la validation des transactions. Et là, ça nous fait, ça confirme complètement ton point que Trump, avec ses belles ambitions pro-Bitcoin, il veut finalement peut-être aussi prendre un peu la main. Il a dit, je le cite, que tous les nouveaux Bitcoins seront minés aux États-Unis. Bon, parole de campagne, mais quand même, ça dit quelque chose. Je te laisse nous donner ton avis là-dessus, et même plus généralement sur ce qui s'est passé à Nashville. Je crois que tu as suivi ça avec un intérêt. Oui, c'est-à-dire, alors pour Trump, moi je vois pas ça sous l'angle du contrôle absolu, parce que Trump est pas là-dessus. C'est plutôt faire en sorte que les États-Unis tirent parti du Bitcoin. Donc dans sa déclaration, son discours à Nashville, là, donc le 28 juillet, il avait un discours très optimiste sur Bitcoin et tout ça. Mais il a aussi dit, par exemple, qu'il était absolument opposé aux monnaies numériques de banque centrale, qui sont des projets qui circulent aux États-Unis et en Europe. Et lui, président, il n'y en aurait pas. Donc ça, c'est quand même, ça montre quand même qu'il est du côté de la défense de la liberté plutôt que du contrôle à tout prix, quoi. Voilà.
Maintenant, comme je disais tout à l'heure, il va favoriser les stablecoins. Les stablecoins, c'est un peu de la monnaie numérique de banque centrale, mais gérée par des boîtes privées. Parce que quand vous avez de l'USDT, bah, vos transactions sont tracées, quoi, quand même. Donc, alors, c'est pas directement l'État, c'est pas directement la banque centrale américaine, mais c'est quand même tracé, voilà. Donc, voilà. Donc, Ouais. mais bon, il est contre les monnaies numériques de banque centrale, et ça a été très apprécié. Voilà. Et ce qui concerne, il est aussi pour libérer Ross Ulbricht, hein, qui est le fondateur de Silk Road, qui est un site qui a existé au début du Bitcoin jusqu'en 2011, je crois. Non, 2014 plutôt. Et qui vendait un peu des drogues et tout ça en échange de Bitcoin. Il s'est fait arrêter par la police et il est en prison à vie. Et beaucoup de gens considèrent que c'est quand même très sévère. Et Trump s'est engagé à le libérer s'il était président. Et il a aussi dit qu'il virerait Gary Gensler, le patron de la SEC, qui lui est un anti-crypto notoire. Parce que si le TF Bitcoin a été accepté en janvier, mais ça faisait des années que c'était demandé. Et lui, il freine des cas de fer depuis toujours, quoi. Donc ça va quand même dans le sens de la liberté, voilà. Alors effectivement, on est d'accord là-dessus. Autre question. Alors je sais pas si tu suis. Je pense que oui. Si tu suis vraiment l'élection américaine, mais pas seulement par le prisme des médias crypto. J'imagine évidemment que tu vas un peu au-delà. Ma question, c'est et beaucoup nous l'ont posé. Est-ce que l'enjeu crypto est vraiment si important aux États-Unis, ou est-ce que nous, on le voit évidemment par un prisme déformant, puisqu'en fait on s'intéresse quasiment qu'à ça, pardon. Et puis voilà, quel est le poids derrière au niveau électoral des cryptos, de la communauté crypto aux États-Unis? Non, alors c'est vraiment un enjeu, c'est vraiment devenu un enjeu électoral, hein. C'est pas uniquement un prisme déformant pour nous, c'est un enjeu électoral et parce que bon, maintenant, vu les taux de détention, il y a entre 15-20%, 15% des Américains qui détiennent des cryptos. Et puis l'élection américaine, elle se joue dans les swing states à quelques pourcents. Et donc chaque thème a son importance, quoi. Et il y a eu un changement, enfin, et surtout Trump, bon, depuis qu'Elon Musk s'est rapproché de lui, ils se sont rencontrés et ils ont parlé crypto. Il y a d'autres personnes qui ont rencontré Trump pour parler crypto. Et il a fait un virage, y compris par rapport à ses propres déclarations d'il y a quelques années, hein, où il disait que Bitcoin ça valait rien, machin. Bon, mais il a changé, et au point que les démocrates lui ont emboîté le pas, parce que les démocrates étaient aussi très très pro-réglementation, un peu comme les Européens justement. Et ils ont fait un virage, en tout cas dans leur déclaration, ils ont fait un virage aussi à 180 degrés pour dire qu'ils seraient absolument pro-crypto et tout ça. Donc c'est un vrai changement. Et là-bas, c'est un thème de campagne. Alors ça ne l'est pas chez nous, malheureusement. Mais aux États-Unis, peut-être à la prochaine présidentielle, on verra. Mais en tout cas, les dernières, pas du tout. Mais aux États-Unis, c'est un vrai sujet. Et c'est pour ça que le changement de pied de Trump est vraiment fondamental, quoi. Voilà. Est-ce que tu penses que ça va créer moi c'est ce que je pense. Est-ce que tu penses que ça va créer un précédent parce que il y a un élément qu'on n'a pas évoqué, c'est l'intérêt géopolitique. Tu disais tout à l'heure que l'intérêt majeur de Trump, c'est que les États-Unis tirent parti de Bitcoin, et je m'attendais à ce que tu dises face à la Chine. Et donc je vais le poser sur la table, parce qu'effectivement l'intérêt, moi je crois, l'un des intérêts majeurs de Trump, c'est faire en sorte de ne pas laisser Bitcoin entre les mains de la Chine. Et là, clairement, on a deux économies, les deux plus grosses du monde, qui se battent sur tous les chantiers, que ce soit au niveau géopolitique, économique, politique, monétaire, on en a parlé tout à l'heure. Mais là, visiblement, la crypto devient un enjeu géopolitique stratégique. Là aussi, deux questions. Déjà, est-ce que sur ce point-là, tu es d'accord? Et deuxièmement, est-ce que tu penses que ça va créer des précédents? Notamment, je donne un exemple, on a Hong Kong qui, à la suite de la déclaration de Donald Trump de créer une réserve de valeur en Bitcoin, Hong Kong, l'un des gouverneurs, un homme politique, je sais plus exactement lequel, a dit effectivement que eh bien cette idée était plutôt bonne et qu'il allait y réfléchir. Donc est-ce que tu penses que demain, dans des pays développés ou dans des pays émergents, on sait l'intérêt que peuvent avoir ces pays-là de se baquer sur autre chose que du dollar? Est-ce que tu penses que ça va créer des précédents, et derrière il va y avoir une massification de l'adoption de Bitcoin comme réserve de valeur pour les États? Oui, je crois, parce que comment dire,
Bitcoin, on peut pas le manipuler comme le dollar. On peut pas faire de la planche à billets, on peut pas, décider un taux d'intérêt, machin. Il n'y a pas de banque centrale sur le Bitcoin, on peut pas le manipuler. Mais il y a quand même une façon dont il est réparti. Bah, c'est tout simplement d'en avoir beaucoup. Voilà. Hein. Et c'est pour ça que les États-Unis sont déjà bien placés, parce que comme Bitcoin est né aux États-Unis, bah, ça veut dire que la plupart des baleines, ce sont des Américains. Voilà. Et comme il ne reste plus beaucoup à miner, Trump dit il faut que les capacités de minage se trouvent en grande partie le plus possible aux États-Unis. Comme ça, tous les bitcoins à miner, ils seront minés aux États-Unis. Et puis ensuite, si les mineurs les vendent, bah, ils seront achetés par les entreprises américaines. Mais au final, tout ça restera aux États-Unis. Et je pense que c'est comme ça qu'il faut lire sa décision. C'est ce que j'explique dans mon livre là, qui sortira en janvier. C'est que voilà, l'intérêt géopolitique, il se fait là. Il faut avoir du bitcoin parce que le bitcoin à l'avenir peut devenir une monnaie de confiance, parce que une monnaie de confiance notamment au niveau international. Strictement faux, strictement faux. Pardon? Unknown. Bonjour, déjà. Et deuxièmement, si tu souhaites prendre la parole, c'est avec plaisir, mais s'il te plaît, tu lèves la main et tu coupes pas les autres participants. Merci beaucoup. Vas-y Philippe, je te laisse terminer et ensuite on laissera Unknown donner son opinion. Ouais. Moi, je pense que Bitcoin peut devenir une monnaie de confiance au niveau international face à des monnaies papier qui perdent de plus en plus de leur valeur. Et à ce moment-là, ça pourra rentrer. Et peut-être que les BRICS, permettront qu'il y ait des transactions qui se fassent en Bitcoin, des choses comme ça. Bon, ou que des pays constituent des réserves stratégiques, justement. Et donc, le Bitcoin peut être un peu la monnaie de confiance, un peu comme au Moyen-Âge. Le ducat de Venise qui était une pièce en or qui n'était jamais rognée, donc la pièce gardait toujours sa valeur, et c'était la monnaie, enfin une des monnaies de confiance qui circulait dans toute l'Europe et avec l'Orient. Alors que les monnaies des États, comme la France notamment ou d'autres, étaient rognées, et donc elles perdaient de leur valeur, et donc elles ne suscitaient pas une grande confiance. Mais le ducat de Venise, lui, il avait une confiance absolue et il circulait dans toute l'Europe. Voilà, donc, et je pense qu'à l'avenir, le Bitcoin, ça peut être ça, c'est-à-dire que les monnaies papier vont pas disparaître, mais bon, elles vont être inflationnistes, elles seront plus ou moins manipulées. Et puis progressivement, le Bitcoin va être la monnaie de confiance pour le commerce international, pour l'épargne, pour ceux qui ont compris l'intérêt d'en détenir, pour des transactions aussi importantes, voilà. Et c'est plutôt ce modèle-là dans lequel on va aller. Et à ce moment-là, les pays qui détiennent beaucoup de Bitcoin auront un avantage, quoi. Et moi, je dis que on devrait utiliser nos centrales nucléaires pour miner du Bitcoin, et comme ça, on en aurait à des prix intéressants, quoi. Voilà. Ok, pro Bitcoin et pro nucléaire. Là, tu vas te faire des copains. Voilà. Merci Philippe. On va laisser la parole à Unknown, qui j'espère sera un peu plus poli que lors de son arrivée. Salut, comment vas-tu? Bien le bonjour, merci, et vous? Merci. Oui, ça va très bien. Merci pour cet accueil, merci. Oui, donc le monsieur, donc Philippe Erlin, monsieur Erlin. Écoutez, je suis pas totalement d'accord avec vous dans le sens où aujourd'hui nous bénéficions de moyens technologiques tels que le Caspa notamment. Je fais pas de placement, mais il faut être clair. Le jour où les réseaux seront saturés, je suis désolé, je connais personne qui irait attendre 15 minutes pour attendre. Pour payer son café. Personne ne veut attendre 15 minutes. Pour faire un exchange, crypto, cash ou peu importe. Donc, par rapport à l'or, oui, très bien. Maintenant, le minage, quand vous dites minage de crypto-monnaie par le biais du nucléaire, le crypto-mining a un coût. La France ne peut pas se positionner d'une façon favorable au minage de crypto-monnaie. D'accord, la France a essayé de faire ses preuves. Quand vous payez 36 000 euros de facture d'électricité pour seulement du triphasé en 36 000 watts, je suis désolé, c'est pas si rentable que ça. Donc il faudrait que la France, à la limite, investisse au Ouzbékistan ou au Kazakhstan, là où l'électricité est le moins cher. Donc il y a aussi ça à prendre en compte. Maintenant, ça fait depuis 2014 que les acteurs majeurs ont rejoint cette industrie, notamment par le biais d'Horizon Venture. Tout ce qui est AXA, Mastercard ont investi dans Horizon Venture, donc le projet Blockstream, qui était en 2014 l'envoi de satellites pour justement procéder à des paiements satellitaires
par le biais de crypto-monnaies, tout ça. Donc il y a déjà les réseaux. Donc tous ceux qui disent oui, si une coupure internet demain a lieu, ou si le numérique prend fin, on pourra toujours envoyer de la crypto-monnaie par le biais de moyens technologiques en place, hein, voilà, sans connexion internet. Donc le Bitcoin, monnaie d'avenir, non, plus maintenant. Ça reste un Ça veut dire moyen de quoi, ça? Non, spéculation. Alors il y a plusieurs, attendez, il y a trois sujets. Je vais Non, mais là, vous mélangez récapituler. plein de choses, donc c'est pas Alors possible Philippe, de non mais t'inquiète répondre. Et pas. puis, c'était des trucs que je connais pas, Je donc viens d'arriver, hein, c'est pour ça. blockstream, tout ça, Non bon. mais il y a pas de souci. Alors pour Bon, voilà, résumer, mais bon, Philippe, tu m'entends? ouais. Juste pour résumer les trois questions de Unknown, et merci d'avoir pris la parole. Alors pour résumer, d'abord, Hum. il faut faire la différence entre ce dont tu parles, c'est-à-dire Bitcoin comme un moyen d'échange, une solution de paiement, et là jusqu'à présent avec Philippe, on parlait de monnaie de réserve. Donc déjà on n'est pas sur le même plan, mais j'aimerais quand même avoir ton opinion là-dessus, Philippe, sur Bitcoin demain, solution de paiement. Alors en Occident ou dans les pays émergents, ou dans les transactions internationales, notamment commerciales. Je ne sais pas si tu as un avis là-dessus. Oui, mais pour l'instant, Bitcoin est trop volatile. Et puis la capitalisation totale de Bitcoin, c'est à peu près de 1000 milliards, ce qui à l'échelle internationale est tout petit. Donc c'est pas pour tout de suite quand je dis que Bitcoin peut devenir un moyen d'échange international, mais il faut que Bitcoin grossisse. Mais ça le sera parce que Bitcoin suscite intrinsèquement la confiance, notamment par rapport aux monnaies papier, voilà. Et quand je parlais de miner du Bitcoin, c'est pas les particuliers évidemment parce qu'on paye trop cher, mais c'est l'État décide de mettre à disposition d'utiliser les centrales nucléaires où là on a une électricité qui est très bon marché et l'État pourrait accumuler du Bitcoin, voilà. Okay. Ce serait une bonne chose, ça ferait des rentrées financières, quoi, voilà. Très bien. Donc effectivement, oui, on arrive sur aussi les enjeux de scalabilité de Bitcoin, puisqu'effectivement, tu parlais de 15 minutes pour valider une transaction. Non, alors c'est 10 minutes, et puis il y a Lightning Network qui permet de payer son café aussi, et ça c'est instantané, donc il faut aussi se mettre un peu au courant, quoi. Ouais. Donc effectivement, voilà. Merci en tout cas Unknown pour tes questions. Bon, j'espère qu'on t'a répondu. Après concernant Kaspa, on est sur en gros pour expliquer à tout le monde, c'est un layer 1 qui est censé être extrêmement scalable, etc. et qui se positionne là-dessus. Voilà. 32 blocs par seconde, hein, quand même. Non, mais je dis pas que c'est bien ou pas bien. Je dis juste que voilà, en termes d'historicité. Voilà, on est encore early là-dessus, mais on verra effectivement. Est-ce que un jour il y aura un autre layer 1 Le créateur du Bitcoin a créé le Kaspa. Hein. Ce n'est ni plus ni moins que la même personne en soi. Donc vous doutez bien que les gens. Ça sort d'où ça? Satoshi Nakamoto a créé Kaspa. C'est faux ça, c'est faux. Je vous invite à vous renseigner. Je vous invite à vous renseigner par vous-même. Vous verrez. Non, c'était pas bidon. C'était pas bidon. Si tu veux mettre consensus, voilà, le Nakamoto consensus. Je vous invite à regarder. Mais ça n'a rien à voir. Le Nakamoto consensus, ça n'a rien à voir. Ça, c'est un consensus qui permet de déterminer la décentralisation d'un réseau. Mais bon, Unknown. Mets-nous les sources dont tu parles dans les commentaires si tu veux. Mais là, pour le coup, voilà, je pense qu'on va passer à la suite. En tout cas, merci d'être intervenu. C'est le Bitcoin. Je tiens à le préciser. Dit le créateur de Bitcoin. Là, vous le définissez comme un actif, encore une fois. Bon. Non, je pense que c'est clair pour tout le monde. Mais merci en tout cas, Unknown, d'être intervenu. Allez, bonne journée. Merci. Faites vos recherches. Faites vos recherches. Ouais, on les a faites. Merci beaucoup. Salut. Bien, ça fait partie des aléas du direct et ça a quand même posé une question intéressante de Bitcoin en matière de solutions de paiement. Donc pour le coup, c'était pas complètement inintéressant. C'est un troll, il a disparu là, déjà. Oui, non, c'est moi, je l'ai invité à partir, mais non, enfin, oui, il y avait du troll, mais bon, on en a quand même tiré parti pour poser une question intéressante là-dessus. Bien, merci en tout cas. On a parlé donc des élections américaines, de Trump, du Bitcoin. On va maintenant passer, si tu veux bien, à un autre sujet, ce qui s'est passé au Japon. Et ça, c'est assez intéressant parce que ça a été pas mal couvert par la presse économique. En revanche, dans les médias mainstream, un petit peu moins, même beaucoup moins. Est-ce que tu peux nous rappeler un petit peu ce qui s'est passé au Japon cet été? Et derrière, ça va nous faire aussi évidemment des transitions parfaites sur l'or et sur le Bitcoin et sur surtout les dérives de la finance telle qu'elle est aujourd'hui. Oui, alors on est passé à côté d'une méga crise là. Je sais plus, c'est début août, là, je sais plus quel jour, 9 août, je sais plus, enfin bon.
C'est le problème du carry trade. Alors le carry trade, c'est quoi? C'est que comme le yen est une monnaie qui a un taux d'intérêt qui est quasiment à zéro, parce que c'est la politique de la banque centrale du Japon, parce qu'il y a énormément de dettes. Déjà, ils ont une dette par rapport au PIB de 260%. Nous, on est que à 110 entre guillemets. Les États-Unis sont à 110 à peu près aussi. Bon, ils ont beaucoup de dettes. Donc, impossible de relever les taux, sinon la charge d'intérêt fait exploser le budget de l'État. Donc, les taux d'intérêt sur le yen sont très faibles. Donc, l'idée qu'on repérait beaucoup de financiers, donc ça c'est au niveau international, c'est pas des particuliers, c'est des grosses boîtes. Ben, on emprunte des yens qui coûtent rien en taux d'intérêt, et puis on va les placer sur du dollar qui rapporte aujourd'hui 2-3%, ou sur l'euro, et puis on empoche les intérêts comme ça sans se fatiguer. On peut même faire un peu de levier pour augmenter la rémunération. Et puis comme le yen, de toute façon, a un taux d'intérêt faible, il a plutôt tendance à se déprécier. Donc quand on rembourse le prêt qui nous a coûté aucun intérêt, en plus on le rembourse dans des yens qui ont dévalué, qui ont perdu de la valeur entre-temps. Donc c'est tout bénef, quoi. On gagne sur les intérêts et on gagne sur le capital. Et donc, il y a des sommes énormes qui fonctionnent, qui tournent comme ça en carry trade. Sauf que, justement, début août, là, la Banque centrale du Japon a quand même dit, je vais quand même un peu relever mes taux d'intérêt. Alors, c'était du genre 0,1. Enfin, c'était vraiment ridicule, quoi. Mais le simple fait qu'elle le dise, ça a provoqué de la stupeur. Et puis, le yen s'est mis à prendre de la valeur. Donc là, ça allait plus non plus. Et ça a provoqué un crack boursier. Alors, ça n'a pas eu de conséquences parce que juste après, la Banque centrale du Japon a dit, excusez-moi, j'ai compris, je vais plus augmenter mes taux d'intérêt, et ça a calmé les choses, voilà, heureusement. Mais de toute façon, ça reste un problème pendant, quoi, voilà, parce que c'est un circuit qui peut pas durer, quoi. De la même façon que la dette du Japon, ça peut pas continuer d'augmenter. Donc, il y a un moment où tout ça va se fracasser. Mais je dirais que ça illustre surtout le fait que il y a trop de dettes partout dans le monde, il y a trop de dettes et donc ça crée une instabilité financière qui peut se traduire par des crises comme ça, diverses qu'on va pas forcément arriver. Ça se traduit par de l'inflation. Alors là, l'inflation d'après l'INSEE est revenue en dessous de 2%, mais ce qu'on note depuis que les États font un peu n'importe quoi en planche à billets, notamment depuis 2000, il y a ce qu'on appelle une inflation d'actifs, c'est-à-dire que l'immobilier coûte plus cher. Tous les biens rares, les biens qui ne peuvent pas être imprimés et qui servent à stocker de la valeur. Donc l'or, l'immobilier, les actions aussi, parce que le nombre d'actions d'une entreprise, il est limité. Hein. Parfois même, il diminue quand ils font des rachats d'actions. Et puis les matières premières, enfin voilà, tous ces biens-là ont vu leur valeur augmenter plus ou moins depuis le début des années 2000. Donc il y a ce qu'on appelle une inflation d'actifs qui pèse, parce que pour les ménages qui veulent acquérir un logement, c'est de plus en plus coûteux, quoi. Voilà, même si l'inflation n'en tient pas compte. Le calcul de l'inflation de l'INSEE n'en tient pas compte. Voilà. Donc il y a trop de dettes partout, ça génère de l'inflation et des crises, et donc voilà, c'est un contexte qui est inquiétant et qui doit nous inciter à placer une partie de notre épargne en bitcoin et en or physique, quoi. Voilà, c'est un peu ça, c'est des bons moyens de protection, quoi. Et alors, est-ce que tu penses que à la suite de ce qui s'est passé justement au Japon, est-ce que tu penses qu'il va y avoir des enseignements pour les États, ou est-ce que à la suite de ça, le Japon, la banque centrale du Japon va plus jamais monter ses taux, enfin. Les enseignements, on n'en voit pas trop, parce que les enseignements, il faudrait que le Japon décide de diminuer son déficit budgétaire de façon à diminuer sa dette pour aller sur une meilleure voie. Il faudrait que les États-Unis fassent la même chose, mais ça, on n'en parle pas trop non plus. Il faudrait que la France le fasse aussi, mais on n'en parle pas trop. Il faudrait que l'Italie, l'Espagne le fassent aussi, mais on n'en parle pas trop non plus. Le Portugal a réussi, hein. Le Portugal a fait des efforts. Donc, il y a des pays qui peuvent. L'Argentine aussi, hein. Alors l'Argentine, justement, c'est un superbe signe d'espoir. C'est un exemple typique d'un État qui était en quasi faillite. Mais eux, ils ont quasiment touché le fond, quoi. Donc on peut espérer qu'ils commencent à rebondir avec
Javier Milei, donc ça c'est un signe d'espoir, mais il y en a pas beaucoup des signes d'espoir comme ça dans le monde. Hein. Alors Ouais. parce que Trump, bon, moi je suis plutôt pro-Trump. Au niveau déficit budgétaire, On le voit sur ta bannière Twitter. Tu te caches pas. Voilà. En ce qui concerne le déficit budgétaire, il y a rien. Hein, bon. Et quand il a été au pouvoir pendant 4 ans, il s'est pas passé grand chose. Bon, après, il y a eu la crise Covid. Bon. Oui, voilà. Alors ça. Non, Oui, mais bon. voilà. Hein, mais il y a toujours des crises qui mais il y a justifient toujours, de c'est rien vrai. faire. Hein, donc, absolument. Ok. Vas-y, Romain. Ouais, j'ai une question un peu transversale. J'aurais une question pour vous, Philippe, sur le niveau d'éducation financière des Français, que je trouve, moi, relativement lamentable par rapport à ce qu'on trouve dans d'autres pays de l'OCDE, comme les États-Unis ou autres. Ici, en France, on met de l'argent sous l'oreiller ou au mieux un livret A. Et je trouve, en tout cas, c'est mon avis, je voudrais justement avoir votre éclairage sur le niveau d'éducation financière en France vis-à-vis des autres pays. Alors oui, ça c'est vrai. Alors c'est dû à l'éducation, mais je dirais que moi plus fondamentalement, c'est aussi dû au fait que nous sommes trop pris en charge par l'État. Par exemple, pour la retraite, on n'a rien à faire parce que c'est par répartition. Donc on cotise et puis quand on a la retraite, on touche. Mais on n'a pas notre mot à dire. Et ça, pour moi, c'est un problème. Moi, je défends la retraite par capitalisation, c'est-à-dire que, enfin, au moins en partie, c'est-à-dire qu'on devrait pouvoir décider de consacrer une partie de ces cotisations à la capitalisation. Et si on permettait aux gens de faire ça, ils seraient obligés de s'intéresser plus à l'économie, parce que s'ils disent, je vais mettre ça en action parce que ça rapporte plus, d'accord, mais ça va les obliger à suivre les actions et l'économie des entreprises et donc ils vont devoir s'informer plus sur ce sujet-là, ou s'ils décident de mettre ça dans l'immobilier ou dans l'or, ils vont s'informer, ou dans le Bitcoin, ils vont être poussés à s'informer. Alors que quand vous êtes déresponsabilisé par l'État, quand vous voulez plus de retraite, vous descendez dans la rue et vous allez manifester, quoi. Bon, c'est pas la meilleure éducation économique qu'on puisse trouver, quoi. On retrouve la même chose avec la Sécu. Oui. Moi, je vois, il y a des gens de mon la entourage. Sécu, pareil. C'est gratuit. Non, c'est pas gratuit. C'est un coût pour la société et les gens se rendent pas compte. Ils vont prendre trois boîtes de Doliprane en se disant c'est pas grave. Ah si, c'est grave. Ouais. Mais exactement, c'est pareil, voilà. Ouais, on est avec un état nourricier, forcément, ça fait de nous des nourrissons. Et ouais. Voilà, et les gens sont pas incités à se poser des questions sur le fonctionnement de l'économie, quoi. C'est le problème. Ouais. Ok, on va maintenant. Alors, je précise à toutes celles et ceux qui le souhaitent, vous pouvez évidemment poser vos questions dans les commentaires. Dernier sujet que j'aimerais voir avec toi. Non, avant-dernier, parce qu'il y aura à la fin évidemment une question, une ouverture, une perspective sur l'avenir. Mais dernier sujet précis. L'or a touché son ATH cet été. Ouais, on a passé les 2500. Ouais, avec un prix qui a monté de 130% en 10 ans. Et d'ailleurs, quand on voit la courbe, c'est assez flagrant. La hausse est quasiment continue. Enfin, c'est assez bluffant. Je sais que toi, tu prônes énormément l'investissement dans l'or, sans doute même avant de parler de Bitcoin. Est-ce que tu en parles un peu moins au profit de Bitcoin d'ailleurs? J'aimerais bien avoir ton trade-off là-dessus. Et alors, quelle est ton analyse aujourd'hui de l'or? Est-ce que question précise, et après je te laisserai prendre le temps de répondre. Est-ce que le cours de l'or est un indicateur de la confiance des acteurs économiques dans les monnaies fiat? Ouais, ça reste toujours. Alors l'or, il y a même, si on prend plus de recul, il a plus monté de ça, parce que là, on a passé le chiffre symbolique de $2500 l'once d'or. L'once d'or, c'est 31 grammes. Avant l'an 2000, on était à $250, à peu près. Donc on a fait x10. Depuis que les banques centrales se sont mises à déconner, on va dire, quoi. Depuis le début des années 2000, quoi. Donc oui, l'or, mais moi je suis beaucoup plus bullish sur le Bitcoin que sur l'or, soyons clairs. Mais pourquoi? Parce que le Bitcoin est plus petit, parce que le Bitcoin il pèse un peu plus de 1000 milliards, l'or on estime que ça pèse un peu plus de 10 000 milliards, enfin plutôt 12 000 milliards de dollars, donc c'est 10 fois plus gros, donc c'est normal que ce soit moins volatile, plus stable, et que Bitcoin soit plus volatile, voilà. Mais moi à terme, moi je suis beaucoup plus sur Bitcoin que sur l'or. J'ai un petit peu d'or quand même, mais je suis beaucoup plus sur Bitcoin parce que j'ai beaucoup plus de foi dans Bitcoin en termes de croissance. Même si, comme c'est volatile, ça veut dire, le conseil que je donne aux gens s'ils achètent du Bitcoin, c'est vous l'achetez, mais vous le gardez
au moins 4 ans. C'est-à-dire de façon, comme Bitcoin a un cycle de 4 ans avec les halvings, le garder 4 ans, ça permet d'effacer le cycle en fait. Donc il faut le garder au moins 4 ans. Sinon, on peut avoir des déconvenus, quoi. Voilà. Alors que l'or, on peut l'acheter et puis se dire, j'en vendrai une partie dans 1 an. Bon, enfin voilà, c'est plus stable. Donc c'est les produits. Moi, je les mets pas en concurrence. Ils sont complémentaires, quoi. Voilà, l'or c'est plus stable. Voilà, c'est différent, voilà. Mais moi, je suis plus bullish sur Bitcoin, de toute façon. C'est clair. Ouais. Au niveau spéculation, ouais, je pense que ça fait, ça se voit d'ailleurs. Hein, les cycles haussiers de Bitcoin sont plus puissants, en tout cas pour l'instant. Et avec une capitalisation qui est évidemment beaucoup plus faible. C'est quoi la capitalisation de l'or, tu sais toi? L'or c'est 10 000 à 12 000 en fait, c'est estimé parce qu'on connaît à peu près la quantité d'or qui existe dans le monde. C'est 160 000 tonnes d'or, à peu près 180 000, ça dépend des estimations. Voilà. On le sait parce que la plupart de l'or a été trouvé au 19e siècle dans les mines, quoi. Donc c'est 10 à 12 fois plus que Bitcoin. Voilà. À peu près 10 fois ça plus. Ça fait un cube de 20 mètres sur 20 hein, seulement. Ça tient tout l'or du monde tiendrait sous l'Arc de Triomphe, quoi. C'est un cube de 20 mètres sur 20. C'est fou. Parce que la densité est très élevée. La densité, elle est de 20, enfin 19,3. Donc ça fait, en volume, ça fait pas beaucoup, quoi. Ça tient dans un hangar, quoi. Ok, un hangar qu'il faudrait bien sécuriser quand même. Mais voilà. Ok. Ouais, donc très très intéressant là-dessus. Et donc deuxième question sur l'or. Est-ce que tu penses qu'aussi il va y avoir un trade-off par les acteurs institutionnels entre Bitcoin et l'or à terme, si bien que peut-être l'or sera un peu délaissé au profit de l'or numérique, comme certains l'entendent. Est-ce que tu vois déjà ça ou est-ce que tu l'anticipes? Alors ça, c'est une théorie, oui, c'est ce qu'on appelle la théorie du premium dans un pareil Safed Anamus et dont parle aussi Michael Saylor, le patron de MicroStrategy, de dire beaucoup de biens, alors comme l'immobilier, les actions, les œuvres d'art, elles ont un prix qui correspond à leur utilité réelle, mais elles ont aussi un prix en plus qui tient au fait que c'est aussi un produit d'épargne. L'immobilier, il y a le prix de l'appartement en tant que tel, son utilité, mais il y a aussi le fait que c'est un produit d'épargne, donc il vaut plus cher que son prix intrinsèque. C'est le premium. Et donc certains disent que Bitcoin va absorber tous ces premiums, quoi. Parce que en termes de garder de la valeur dans le temps, c'est le meilleur. Parce que justement, avec l'algorithme, on sait qu'il n'y aura pas plus de 21 millions de Bitcoin. Parce que on peut le fractionnaliser facilement, alors qu'on peut pas vendre une pièce de son appartement si on a besoin d'argent, voilà. Parce que c'est très liquide, etc. Donc c'est une théorie. Moi, je pense que enfin c'est un peu trop tôt pour dire qu'elle va marcher et qu'elle est vérifiée. Mais moi, pour moi, elle est tout à fait crédible. Ça va être un des moteurs de croissance du Bitcoin. C'est de plus en plus de gens vont se dire que pour stocker de la valeur à long terme, le mieux, c'est de le mettre dans du Bitcoin plutôt que d'acheter de l'immobilier, parce que l'immobilier, c'est compliqué, ça prend du temps, il faut du temps pour vendre. Chaque appartement est unique, c'est compliqué. Bon, voilà. Une œuvre d'art, c'est pareil. Voilà. Donc, le mieux, c'est Bitcoin. Mais l'or aussi, c'est aussi très simple d'acheter de l'or. Donc, moi, je pense pas que, même si le premium se fait, même si cette théorie du premium est vérifiée, je pense pas que Bitcoin va absorber l'or. Il va absorber plein d'autres actifs avant. On aura le temps de voir. Il va absorber le premium sur les actions, sur l'immobilier, ok. Mais et éventuellement l'or, mais ça viendra plus tard, quoi. Donc on aura le temps de voir. Mais je pense pas que ce sera sur l'or, quoi. Voilà. Ok, très bien, très bien. Bon, écoute, déjà merci beaucoup, Philippe, pour cet entretien. Je vais te poser une dernière question. C'est quelles sont les prochaines échéances, que tu suis au niveau justement du contexte politique, économique, voire crypto. Et puis je rappelle évidemment aussi que tu sors un ouvrage que tu réédites, c'est ça que tu complètes, on peut dire, en début d'année prochaine, et j'aurai plaisir de te recevoir à ce moment-là pour en parler. Donc oui, quid des prochaines échéances? Les élections américaines certainement. Est-ce qu'il y a autre chose? C'est quand même vraiment important parce que même si les démocrates ont aussi fait leur virage à 180 degrés, bon, on peut se dire que c'est un peu électoral et tout ça.
l'élection de Trump, ce serait une très bonne chose pour le Bitcoin. Ça, c'est clair. Parce que Elon Musk rejoindrait son administration. Enfin, il y a plein de Bitcoiners. Il y a une grande partie de la tech californienne qui appelle à voter pour lui, ce qui est tout à fait nouveau. Avant, ils étaient tous démocrates. Hein. Donc, l'élection de Trump, ça peut être un bon coup de boost pour Bitcoin. Donc, pour moi, c'est vraiment l'échéance importante, quoi. Voilà. C'est plus que le Premier ministre français qui va être nommé et dont tout le monde se fiche. Vaste sujet. On en parlera pas aujourd'hui, mais effectivement, ouais. Ok, eh bien, écoute, Voilà. parfait. Encore merci, Philippe, pour merci. cet entretien. Je te souhaite une excellente journée. Alors, reste avec nous si tu veux. Et puis sinon, ouais, ah bah super. Et bah alors dans ce cas-là, on va l'affaire Lacoste, je trouve ça scandaleux, quoi. Si tu veux nous donner un avis là-dessus, eh bien, vas-y. Moi, j'invite en attendant Arnaud Toiti à nous rejoindre. Mais toi, ouais, donc t'as suivi cette histoire-là? J'ai suivi un peu loin, mais j'ai vu. Je vais pas monopoliser la parole, mais j'ai vu que Lacoste a même carrément fermé les comptes sociaux, quoi. Donc les mecs qui se retrouvent des NFT, ils se retrouvent le bec dans le sable. Enfin, c'est un comportement extrêmement méprisant, je trouve. Donc voilà, mais je suis pas l'affaire de près, donc je vais pas. T'as bien résumé en fait. Ils ont fermé les réseaux sociaux et se sont fondus d'un communiqué de presse dans lequel ils expliquent qu'en gros ils vont un peu lancer le projet sous un nouvel angle, plus inclusif. Qui veut rien dire. Mais effectivement, les investisseurs se sont floués. On va sérieux. Ouais, c'est vrai que c'est surtout dans notre écosystème à nous où on passe notre vie à parler de rug pull et de scam. Lacoste, bon, quand